il existe deux textes, on va dire, qui organisent le télétravail. C'est d'abord un accord national interprofessionnel qui était signé par les syndicats de salariés et les organisations patronales en 2005, qui est venu, on va dire, organiser la manière dont le télétravail doit se mettre en place dans les entreprises. Et puis, ça a été repris en quelque sorte dans le Code du travail en 2012, modifié en 2017. Donc aujourd'hui, il existe des dispositions très spécifiques dans le Code du travail sur le télétravail. En deux mots, hein, sur ce que dit la loi, donc, c'est une modalité d'organisation de travail à distance, je ne vous apprendrai rien, avec, en utilisant les nouvelles technologies, parce qu'on peut travailler à distance sans nouvelles technologies, mais dans ces cas-là, on n'est pas vraiment en télétravail. Ce sont des modalités qui doivent être mises en œuvre soit dans le cadre d'un accord collectif, soit dans le cadre d'une charte qui est rédigée par l'employeur. Ou même, depuis 2017, le Code du travail prévoit que le salarié et son employeur peuvent, dans le cadre d'un contrat, tout simplement, organiser le télétravail. On peut penser que c'est de manière plus ponctuelle, mais finalement, la loi est assez silencieuse à ce sujet-là. Donc, on a vraiment beaucoup de manières d'organiser le télétravail en France. Ce n'est en soi pas très pas très encadré, c'est-à-dire que tant l'accord national de 2005 que le Code du travail ne contiennent pas grand-chose, hein, si je puis dire, les modalités d'organisation, comment est-ce que le salarié doit être évidemment d'accord, donc est-ce qu'il doit être volontaire, est-ce que son accord doit être recueilli, tout cela soit dans l'accord, soit dans l'avenant au contrat de travail. Comment est-ce qu'on organise le contrôle du travail du salarié, c'est-à-dire est-ce que je dois être disponible en permanence ou pas, comment est-ce que éventuellement je me déconnecte effectivement, vous avez parlé du droit à la déconnexion. Donc en fait, le Code du travail ne contient pas tellement de dispositions très contraignantes. En fait, c'est une modalité qui est laissée à l'appréciation des employeurs pour organiser, et des salariés quand même, bien sûr, puisqu'il faut être soit volontaire, soit d'accord, pour organiser le télétravail. Alors, il existe une disposition qui, elle, est assez contraignante et plus contraignante et que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui, c'est la disposition de l'article L122212 du Code du travail qui, elle, prévoit précisément qu'en cas de pandémie, d'épidémie, l'employeur peut imposer le télétravail. Donc là, c'est bien dans ce cadre-là, on va dire, que les pouvoirs publics ont organisé, hein, si je puis dire. Alors, on n'avait pas le choix lors du premier confinement et lors du deuxième confinement. C'est un peu sur cette base-là, si je puis dire, que les pouvoirs publics ont demandé aux employeurs d'imposer le télétravail. Et alors justement, quand le télétravail est imposé, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a une mise en place qui est un petit peu différente? Ça ne change rien, en ce sens que effectivement, lorsque le télétravail est imposé, l'employeur doit toujours veiller, évidemment, et reste l'employeur, hein. C'est-à-dire que il faut avoir à l'esprit que les accords, le code disent bien que lorsque l'on est en télétravail, ça ne change rien, si je puis dire, aux modalités d'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire que on l'exécute dans un lieu différent, qui est soit son domicile, soit d'ailleurs un tiers-lieu, hein, mais finalement, ça ne change strictement rien à la relation de travail. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que on sait tous que télétravailler, ça n'est évidemment pas la même chose que travailler dans les locaux de l'entreprise. Donc, le télétravail imposé ne change pas grand-chose au télétravail consensuel, si je puis dire, ou mis en place avec l'accord du salarié. La différence, en l'occurrence, depuis les périodes de confinement, c'est que les pouvoirs publics, évidemment, ont pris des protocoles sanitaires en entreprise pour imposer soit le télétravail et pour imposer effectivement quand le télétravail n'est pas possible, un certain nombre de restrictions que nous connaissons aussi tous très bien, qui sont les gestes barrières, les protections, etc., etc. Mais le télétravail imposé, c'est comme le télétravail consenti, si je puis dire. Alors, le télétravail, dans sa mise en place en règle générale, quelles sont les obligations de l'employeur? Quels sont les droits des salariés? Alors,
On laisse de côté le télétravail imposé, puisque là, dans ces cas-là, effectivement, le droit du salarié, c'est d'accepter, c'est tout. Mais pas dans le télétravail imposé. Les obligations de l'employeur, c'est de fournir, on va dire, un cadre normal de fonctionnement pour le salarié. Elles sont de plusieurs ordres, mais l'essentiel, si je puis dire, c'est de faire en sorte que le salarié puisse travailler dans des conditions normales, c'est-à-dire en utilisant, puisque le télétravail implique l'utilisation des moyens de, numériques, de communication et de travail, de mettre à disposition le matériel qui permette aux salariés de télétravailler. Alors, ce n'est pas la règle, c'est-à-dire que on admet tout à fait qu'un salarié puisse télétravailler avec son ordinateur personnel, en l'occurrence, mais la préconisation, on va dire, et on verra ce qui sortira peut-être des négociations qui sont en cours actuellement, mais la préconisation, c'est quand même que l'employeur mette à disposition le matériel, et non seulement donc le matériel, et mette à disposition l'ensemble des connexions, des logiciels, des moyens informatiques qui permettent de travailler en toute sécurité, puisque évidemment, l'obligation de l'employeur, c'est quand même de faire en sorte que ces données personnelles soient protégées dans le cadre du télétravail, et que le salarié puisse travailler, on va dire, en toute sécurité informatique, qu'il n'y ait pas de risque d'infraction aux règles de sécurité. Donc ça, c'est l'essentiel, on va dire, des obligations de l'employeur. Évidemment, et on en reparlera tout à l'heure, dans le cadre du télétravail, l'employeur doit s'assurer de la bonne santé mentale et de la bonne santé physique de son salarié, c'est-à-dire que il doit s'assurer que le télétravailleur ne soit pas soumis à des conditions telles qu'il ne peut pas, par exemple, se déconnecter, qu'il ne peut pas bénéficier de ses droits à repos, qu'il ne peut pas bénéficier de son repos hebdomadaire, voire qu'il ne peut pas bénéficier de ses congés payés. Évidemment, l'employeur a l'obligation de s'assurer que l'ensemble des droits des salariés en télétravail sont respectés, puisque ce sont, encore une fois, les mêmes droits qu'un salarié qui ne télétravaillerait pas. Donc ça, c'est très important. Ça implique évidemment un travail de formation dans les entreprises, hein, c'est-à-dire qu'il faut, c'est une autre manière de travailler que nous avons un peu tous apprise, mais ça implique quand même que les managers eux-mêmes soient formés à bien télétravailler et à bien encadrer les équipes dans le cadre du télétravail. Donc en gros, on va dire pour les obligations des employeurs, les droits et obligations du salarié, le droit du salarié, lui, encore une fois, c'est d'avoir les moyens qui lui permettent de télétravailler correctement, le cas échéant, en obligeant, si je puis dire, ou en tout cas en faisant en sorte que l'employeur prenne en charge l'installation soit des moyens téléphoniques, de connexion, de logiciels qui lui permettent de travailler correctement, en lui fournissant bien sûr le matériel informatique s'il ne l'a pas, et encore une fois en lui fournissant l'ensemble des droits qui sont les siens. Si vous télétravaillez 2 jours par semaine et que vous êtes sur place 3 jours par semaine, vous avez droit à tout ce qui va avec le télétravail 2 jours par semaine. Par exemple, vous n'aurez peut-être pas droit au ticket restaurant ou en tout cas à votre prise en charge des frais de transport parce que vous êtes resté à domicile, mais les 3 jours qui restent, évidemment, vous y aurez droit. Voilà. Donc, encore une fois, les droits et les obligations restent les mêmes et sont un peu exercés de manière différente à distance, ce qui ne facilite quand même pas les choses. Et alors, dans la mise en place du télétravail, petite ou grande entreprise, il n'y a aucune différence? Non, il n'y a pas vraiment de différence dans la mise en place du télétravail, à ceci près que dans les grandes entreprises, elles sont généralement dotées de représentants du personnel, que ce soit des élus, des délégués syndicaux, en l'occurrence, des non-élus, pardon, des délégués syndicaux ou des élus, hein, les membres du comité social et économique, qui sont les partenaires privilégiés pour négocier un accord collectif de télétravail. Donc, en général, dans les grandes entreprises, ou les entreprises un peu structurées, on négocie un accord de télétravail.
collectif, signé avec les organisations syndicales, ou le cas échéant signé avec les membres du comité social et économique. Ça, c'est plutôt ce qui se fait dans les grandes entreprises. On peut aussi voir des chartes de télétravail dans ces entreprises, quand il n'y a pas d'accord. Alors, quand il y a une organisation syndicale qui est présente, on a un peu, l'employeur a l'obligation de privilégier l'accord, en tout cas d'ouvrir des négociations pour trouver un accord. Si ça ne marche pas, on peut ensuite basculer sur une charte. Dans les autres entreprises, on peut tout à fait imaginer que ça se passe dans le cadre d'une charte. Et dans les petites entreprises, c'est plutôt ce qui est privilégié, voire même un accord individuel, c'est-à-dire un avenant au contrat de travail ou un contrat de travail qui prévoit le télétravail. Mais sinon, il n'y a pas de disposition qui soit spécifique selon la taille de l'entreprise. Et là, vous nous en parliez tout à l'heure, il y a des discussions en ce moment entre syndicats et patronat à propos d'un accord national interprofessionnel qui encadre le télétravail. Où en sont les discussions? Oui, alors ça existe déjà. C'est pour ça que c'est un peu, enfin pas étonnant, mais c'est un peu dans l'air du temps, on va dire. Mais il existe déjà cet accord national interprofessionnel de 2005 qui s'impose aux entreprises qui sont adhérentes, ou en tout cas qui relèvent des branches, des fédérations qui adhèrent au MEDEF, en l'occurrence, et pas seulement. Donc ça existe déjà. Là, on voit un peu passer un certain nombre d'éléments sur la négociation qui est en cours. En gros, les discussions qui sont les points qui sont en discussion, pardon, entre le patronat et les syndicats sont de divers ordres. D'abord, les postes éligibles, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a des discussions sur la manière de définir qui est éligible au télétravail ou pas. Le patronat lui dit moi je pense que c'est pas possible de définir qui est télétravaillable, et en tout cas ça relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise. Les syndicats de salariés, eux, disent non, il faut qu'on soit un peu plus précis. Donc là, c'est un point de désaccord, on va dire, sur les postes qui sont télétravaillables ou qui ne sont pas télétravaillables. Et puis, il y a deux autres thèmes, parce que d'après ce qu'on comprend, on n'a pas le projet d'accord qui est en cours de discussion, il y a plusieurs versions, on va dire, mais d'après ce qu'on comprend, il y a deux autres thèmes qui seraient un peu susceptibles de discussion. Ce sont les frais qui sont engagés, puisqu'évidemment, quand vous télétravaillez, vous engagez des frais, c'est une évidence. Je ne parle même pas des frais de connexion, ou en tout cas des frais liés au matériel informatique, mais ne serait-ce que, par exemple, l'électricité, le chauffage en période hivernale. On peut estimer qu'effectivement, ça pourrait éventuellement être pris en charge. Le fait d'avoir du bon matériel pour s'asseoir, notamment, ça c'est un sujet qu'on a déjà rencontré dans le cadre du télétravail. Donc ça, apparemment, ça pourrait faire l'objet de cet accord. Et enfin, la sécurité. La santé et la sécurité du télétravailleur. Il existe évidemment dans la loi déjà un certain nombre de dispositions. Encore une fois, le télétravailleur, il a les mêmes droits que le travailleur normal. Et donc, s'il se blesse en période de télétravail, évidemment, ça peut être considéré comme un accident du travail. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de sujets qui sont en discussion. Et pour moi, ce sont les principaux points qui peuvent éventuellement amener des évolutions. Mais d'après ce qu'on comprend, ce ne sera pas d'abord normatif, c'est-à-dire que ça ne s'imposera pas aux entreprises, ça nécessitera de toute façon des accords, soit d'adaptation ou la loi. La loi, évidemment, peut reprendre le contenu d'un accord national interprofessionnel, mais d'après ce qu'on voit, on n'aura pas d'avancée très importante dans le cadre de cet accord, parce qu'encore une fois, on a déjà des dispositions qui existent. Très bien. Alors tout à l'heure, on a parlé de droit à la déconnexion. Qu'est-ce que le droit à la déconnexion? Alors le droit à la déconnexion, il est lié soit au télétravail, soit d'ailleurs au travail normal. C'est la possibilité et le droit, comme son nom l'indique, pour un salarié de ne pas être connecté en permanence, en tout cas de se déconnecter pendant des périodes importantes de la journée, de la semaine et de l'année en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est le droit de couper ses connexions informatiques, téléphoniques, de ne pas utiliser les smartphones, de ne pas utiliser l'ordinateur, de ne pas consulter les mails, de ne pas consulter les SMS pendant des périodes qui sont fixées dans un accord, on pourra y revenir,
mais pas que, ou pendant des périodes donc de la journée ou de la nuit, de l'année, comme je vous le disais, pendant les congés, pendant les jours de repos, etc., etc. Donc c'est un droit qui a été institué assez récemment, hein, puisque ça résulte de la loi El Khomri de 2016. On ne l'a pas vraiment instauré de manière très précise dans la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit les salariés ont un droit à la déconnexion. C'est une disposition qui a été introduite dans les obligations de négociation annuelles pour les entreprises, et en l'occurrence pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont des sections syndicales dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une disposition qui ne concerne, on va dire, au premier abord, que les grandes entreprises, en tout cas celles de plus de 50 salariés qui ont des organisations syndicales, avec l'obligation soit de mettre en place un accord sur le droit à la déconnexion, soit, si elles n'ont pas d'accord, de faire une négociation annuelle sur ce sujet concernant le droit à la déconnexion et la possibilité donc pour les salariés de ne pas recevoir de mails. Enfin, donc, il y a toute une série de dispositifs qui existent, mais en gros, le droit à la déconnexion, c'est la possibilité d'abord, et ça concerne le management, de veiller à la manière dont on communique effectivement à distance avec les collaborateurs, c'est-à-dire je me pose les bonnes questions quand je suis en train, moi, de travailler. Peut-être que je devrais m'arrêter parce qu'il est tard, il est 22 heures, et plutôt que d'envoyer un message électronique à l'ensemble de mes équipes pour leur demander une réponse avant 8 heures le lendemain matin, ce qui est sans doute pas une bonne idée, sauf situation bien sûr d'urgence. Voilà. Moi, manager, je m'autodiscipline en quelque sorte pour ne pas envoyer ce genre de message électronique, ce genre de SMS, etc. Et d'un autre côté, le salarié, lui, a la possibilité, voire l'obligation, ça dépend un peu comment les choses sont rédigées dans le cadre de la mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, de ne pas y répondre, de ne pas ouvrir sa boîte de messagerie, de ne pas répondre aux messages qu'il reçoit, aux SMS, de ne pas consulter sa messagerie en dehors des plages de connexion, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que s'organise le droit à la déconnexion. Il y a certains accords qui prévoient aussi, par exemple, le fait que pendant une réunion, on mette son téléphone, soit on n'utilise pas son téléphone, et donc on n'est pas tenté en quelque sorte de recevoir un SMS, d'y répondre en même temps qu'on est en train de répondre à un message dans sa boîte mail et qu'on participe à une réunion. Voilà, donc ça peut aussi contenir ce genre de dispositions d'organisation du travail qui permettent précisément d'éviter, si vous voulez, la saturation en fait du salarié. Donc c'est pour ça que ça a été mis en place. Il y a eu des débordements, il y a eu des saturations? C'est l'introduction des technologies nouvelles en fait qui nous conduit tous malheureusement à constater que on ne déconnecte jamais. Donc si je puis dire, le législateur s'adapte. S'il n'y avait pas eu les technologies nouvelles, ça aurait sans doute jamais existé. Et c'est vrai que les smartphones sont sans doute les premiers incriminés, puisque sur votre smartphone, vous avez quasiment tout ou presque. Vous avez vos messages électroniques, donc vous pouvez recevoir un email tardivement, vous pouvez envoyer des messages électroniques, vous pouvez recevoir des SMS, et il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui s'y mettent aussi, puisque vous pouvez recevoir des messages via ces réseaux sociaux. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, très bien, on ne peut pas aller contre cette évolution parce que c'est naturel, simplement faisons en sorte, parce que ça relève quand même de la santé mentale des salariés. Quand vous avez une charge mentale trop importante, évidemment, vous n'êtes plus en mesure de bien exécuter vos fonctions. Donc, ça relève de la santé mentale, du nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, que, effectivement, ces dispositions ont été prises. Alors, elles concernent en fait souvent les cadres, ce qu'on appelle les cadres au forfait. Enfin, en tout cas, à l'origine, c'était pour les cadres autonomes au forfait qui ne sont pas soumis à la durée du travail. Mais en réalité, aujourd'hui, surtout avec l'extension du télétravail, on peut considérer qu'elle concerne le plus grand nombre. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une charte qui est mise en place dans les entreprises de plus de 50 collaborateurs. Comment est-ce que ce droit à la déconnexion, il peut être mis en place dans des plus petites entreprises? Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas d'obligation de négocier dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Donc, si on n'a pas alors, il faut savoir que dans une entreprise de moins de 50 salariés, on peut assez facilement, néanmoins, mettre en place un accord d'entreprise. Soit parce que nous n'avons pas de représentants du personnel et dans ces cas-là, c'est soumis au référendum des salariés, donc ça, c'est assez simple, soit avec les représentants du personnel. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais il y a la possibilité de le faire. Et les employeurs ont quand même un intérêt à réfléchir à ce genre de disposition parce que l'employeur a l'obligation de s'assurer de la sécurité mentale et de la sécurité physique de ses salariés. Et finalement, mettre en place ce genre de dispositif, c'est un moyen de prévention des risques professionnels pour éviter soit une situation où un salarié est en saturation, hein, qui peut conduire à des situations qu'on appelle des burn-out par exemple, ou est en situation de déconnexion en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il ne sait plus faire face à ses obligations, voire de démotivation. Enfin, voilà. Donc vraiment, il existe dans le Code du travail plusieurs solutions pour les petites entreprises de le mettre en place. Sinon, l'employeur peut tout à fait écrire à ses salariés, voire mettre dans son contrat de travail ben moi, je vous demande de ne pas vous connecter, je dis n'importe quoi, entre 20 h tous les soirs et 8 h. Je vous demande de ne pas consulter vos mails, je vous demande de ne pas répondre aux messages électroniques que vous recevez. C'est une manière d'organiser le droit à la déconnexion. Et alors, comment on peut s'assurer du respect de ce droit? Alors, pour les entreprises de plus de 50 qui ont l'obligation de négocier, j'ai envie de dire c'est assez simple, puisque effectivement, même s'il n'y a pas de sanction d'ailleurs dans la loi à ce sujet-là, il y a ce texte qui dit annuellement, vous devez négocier si vous n'avez pas d'accord. Bon. Donc évidemment, là, on est assez vite fixé, on sait si on a respecté, et les organisations syndicales et les représentants du personnel, on va dire, sont aussi là pour faire respecter, si je puis dire, les dispositions. Si on n'est pas dans ce cadre-là, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire respecter, si ce n'est de demander le respect en quelque sorte. C'est-à-dire que là, ça se joue entre l'employeur et le salarié. Le salarié disant, ben moi, il n'y a pas de raison particulière que je réponde à des messages que je reçois tardivement. J'en ai la preuve puisque je les ai reçus. Et l'employeur éventuellement pouvant répondre que c'était justifié par telle et telle raison de service, par exemple. Mais donc en fait, la manière de faire respecter le droit, c'est de demander le droit à la déconnexion en quelque sorte pour un salarié en disant écoutez moi passer une certaine heure sauf situation d'urgence encore une fois je ne souhaite pas répondre à vos demandes, en tout cas j'y répondrai évidemment le lendemain pendant mon temps de travail. Ça de toute façon comment dire, on touche aussi dans ce cadre-là à la problématique des heures, de la durée du travail et des heures supplémentaires. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires et que vous recevez des messages électroniques à 20 h et que vous y répondez, nécessairement, l'employeur s'expose peut-être un jour, nécessairement, mais peut-être un jour, à un débat sur la réalité des heures supplémentaires. Donc je pense que personne n'a intérêt à ce que le droit à la déconnexion ne soit pas respecté. Très bien, merci. Alors, une dernière question, est-ce que vous auriez des conseils à donner sur la mise en place du télétravail en règle générale pour ceux et celles qui nous écoutent? Bah, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de consulter un bon avocat pour mettre en place le télétravail. En tout cas, il faut se renseigner. Il faut bien, non, mais plus sérieusement, il faut bien réfléchir. Évidemment, là, on est dans une période particulière et ça s'impose. Mais il faut bien réfléchir à la meilleure organisation. Et je pense que la meilleure manière de le faire, c'est évidemment de faire une concertation. Alors, dans les très grandes entreprises, elle est faite avec les membres des organisations de représentants du personnel. Mais moi, je trouve que la meilleure manière de réfléchir à une bonne organisation de travail, et le télétravail est une bonne organisation de travail, c'est d'en parler avec les salariés, de se réunir, de mettre sur le papier ce qui nous paraît être le meilleur fonctionnement. De toute façon, on sait que ça va durer, donc ce genre de choses vont devoir se faire. Le télétravail à 100% n'est pas, pour moi, une bonne idée, il n'est pas préconisé de toute façon parce que ça distend le lien évidemment social. Donc tout ça doit être mis en place dans le cadre d'un dialogue normal, si je puis dire. On dit souvent le dialogue social, mais enfin c'est le dialogue normal qui peut se faire en salle de réunion dans les entreprises. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention.
Le prochain atelier en ligne, c'est mardi à 9 heures avec Fabienne qui va vous initier à la sophrologie. Et jeudi prochain, on vous donne rendez-vous pour un atelier télétravail et bonne pratique à 13h30. On va parler de formation à distance avec Amélie Maisonneuve de la BGE et Corinne Dornier du Greta. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir.